Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'essor de l'éthique révèle incontestablement une crise d'une régulation juridique par trop désengagée et coupée de certaines valeurs communes, dont la nécessité se ressent pourtant dans la vie sociale. L'éthique se développe par deux voies. Soit elle pénètre le droit lui-même, soit elle suit un cheminement propre. La montée en puissance de l'éthique est le résultat d'une ambivalence, rappelée par ces quelques mots de Bruno Opti. Parfois, l'éthique serait appelée par le droit et prendrait tout l'espace que celui-ci lui laisserait. Parfois elle s'imposerait à lui en prenant un espace qui ne lui était pas dédié. Tantôt vu comme le Rédempteur, tantôt crainte par sa préexistence et sa dimension presque arrogante de supériorité, l'éthique interroge et fait parler au fur et à mesure qu'elle s'ancre dans nos sociétés. Ces craintes ne sont pas issues d'une paranoïa ambiante puisque nombre d'auteurs relèvent que de nombreuses règles juridiques ont d'abord été des règles éthiques. Pourtant, le constat inverse se défend, témoignant du paradoxe de son apparition sur la scène juridique. En effet, l'éthique est également souvent le signe d'une insuffisance du droit, qu'elle tienne à l'absence de règles ou à la faillite des règles existantes en raison de leur application déficiente. Elle pourrait ne plus s'imposer par sa préexistence, mais au contraire se manifester sur demande pour rendre un système plus vertueux. Ce double mouvement s'inscrit en vérité quand le regard se déplace vers la justice internationale. L'essor de la figure judiciaire étant le résultat d'un réaménagement implicite des pouvoirs, la justice internationale s'est imposée comme un réel contre-pouvoir face à la toute-puissance des États sur la scène internationale. Son activisme se développa en même temps que les juridictions devinrent de plus en plus nombreuses. Toutefois, malgré des périodes fastes, témoignant d'un volontarisme des États dans le règlement des différends, certaines décisions juridictionnelles ne purent qu'écorner la confiance que les États et individus plaçaient dans les juridictions. La confiance dans la Cour se fragilisant, celle-ci dut trouver un nouveau moyen de construire un pacte de confiance implicite avec les États. Ce pacte, symbole d'une nouvelle conception de la justice comme étant beaucoup plus proche des acteurs qui la font vivre, est ce qui permettrait d'atteindre un horizon de responsabilité à l'échelle de la société. Touchant de près à la légitimité de son existence, la Cour internationale de justice, à l'instar des autres juridictions existantes ou en phase d'élaboration, en appela, sans forcément le nommer, à l'éthique pour forger ce pacte si attendu. Elle trouva dans l'éthique au sens large, dans son indépendance et son impartialité au sens restreint, le moyen de s'imposer un peu plus comme un véritable tiers-pouvoir international. L'internationalisation du droit prenait appui sur des États-nations se considérant comme des dispositifs essentiels de médiation. La société internationale leur appartenait, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une prise de conscience s'effectua, celle de ne pas instaurer de différence de droit entre les États, de ne pas évaluer une souveraineté étatique supérieure à une autre. Fut ainsi établi le principe d'égalité souveraine des États, qui encadre toujours l'exercice des compétences nationales sur la scène internationale. Il apparut alors que cette égalité ne pouvait être concrètement assurée que par la participation d'un juge indépendant, déconnecté des intérêts étatiques, et qui saurait rétablir cette égalité si un État l'avait arbitrairement dénaturée. Finalement, l'émergence d'un tiers-pouvoir international est bien la redéfinition de la place du juridictionnel face aux autres pouvoirs internationaux, en particulier les États souverains. Emmanuelle Joannet, qui aime à employer ce terme, élucide la véritable signification d'un tel contre-pouvoir. Selon elle, en parlant d'un tiers-pouvoir à l'international, on ne signifie pas l'existence d'un troisième pouvoir bien identifié qui émergerait face à deux autres pouvoirs législatifs et exécutifs tout aussi bien identifiés, distinction qui n'a pas de sens à l'international. On veut signifier plus littéralement l'existence d'un pouvoir exercé par le juge en tant que tiers impartial et désintéressé. Ce sont l'impartialité et le désintéressement qui constituent le ciment du fameux pacte de confiance, tant souhaité par les juridictions pour affiner leur autorité. Et on l'a vu, ce renouveau du lien de confiance entre les acteurs internationaux et leurs contrôleurs, les juridictions, passe notamment par le concept éthique. La grande difficulté ne fut pas d'affirmer que leur éthique serait renouvelée, mais bien de définir ce concept aux mille et une significations. En effet,
L'éthique est d'abord une notion philosophique, qu'on pourrait qualifier de difficile à percevoir pour les cartésiens, lui préférant la notion plus professionnelle de déontologie. Notion évanescente car se rapportant tantôt à des idéaux et valeurs morales, tantôt à des notions plus professionnelles voire disciplinaires, la règle éthique est universellement admise comme un indispensable dans les ordres juridiques, ou dénoncée comme flouant les réels devoirs et droits des acteurs de la justice. Parce que si l'éthique s'impose avec acuité, c'est naturellement dans le domaine de la justice. De multiples auteurs ont tenté de définir l'éthique, parfois en la restreignant aux règles professionnelles qu'on pourrait qualifier de règles déontologiques, parfois en s'attachant aux valeurs morales induites par les jugements internationaux. Toujours est-il qu'un besoin commun s'est vite fait sentir, celui de sortir l'éthique de son carcan philosophique pour lui assigner une dimension beaucoup plus juridique. Divers instruments internationaux ont pris la mesure de l'enjeu et consacré de nombreux développements à l'éthique. On le verra, des codes, des déclarations, des recommandations ont fait de l'éthique un standard applicable à l'égard des acteurs de la justice internationale. Mais les rédacteurs de ces différents textes ne prennent que très rarement le soin de définir ce qu'est l'éthique, de lui assigner une définition qui pourrait faire foi dans l'ordre juridique international. C'est un concept que ces rédacteurs aiment à définir en faisant référence à ses soubassements, l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité. Mais point de définition globale faisant force de loi, ou au moins de normes communément acceptées. Il n'existe aucun code, charte, ou convention en matière d'éthique qui serait universellement admis et uniformément applicable. Définir l'éthique impose nécessairement la réalisation d'une construction de sens. Une telle construction nous amène à envisager la notion par rapport à deux autres termes, concepts, qui se confondent et s'entremêlent dans une série de rapports complexes. Le premier envisagé est la morale, comportant une dimension éminemment junaturaliste. Or, on ne peut être que frappé par les liens qu'entretient l'éthique avec cette morale, dont l'étroitesse ne cesse de s'exprimer par la référence constante de l'éthique aux valeurs morales. Il est par exemple tout à fait notable de voir que les deux termes sont en réalité, étymologiquement synonymes. Ce constat, rappelé par Charles Jarrosson, l'amène à préciser qu'éthique et morale sont aujourd'hui largement distinguées, notamment en raison de la connotation passéiste ou confessionnelle que le mot moral véhiculerait. La tendance serait ainsi au détachement de l'éthique d'une quelconque transcendance pour lui assigner ensuite un rôle régulateur. Celui de déterminer les valeurs auxquelles les comportements doivent correspondre pour être socialement bons, c'est-à-dire pour favoriser une vie sociale harmonieuse. Ce détachement est nécessaire, parce que l'éthique a besoin de se dissocier de son origine clairement junaturaliste pour imposer des devoirs à ses destinataires. L'éthique ne peut rester dans l'ombre, dans la pure imprégnation d'idées, et doit s'objectiver à travers des règles de droit. Bien sûr, les règles éthiques ainsi constituées ne pourront complètement se départir des valeurs morales auxquelles elles renvoient fatalement, et gardent des liens extrêmement privilégiés avec ces valeurs. Maître El Haddad, auteur d'une grande contribution sur l'éthique des arbitres internationaux, parlait ainsi de l'art moral de juger pour décrire la mission arbitrale. Ancien directeur des Archives nationales de Paris, G. Hermis partait pour sa part d'une analogie intéressante, en exprimant que le besoin d'éthique exprimé par la société peut être ressenti comme une sorte de retour à la morale qui s'imposerait aux responsables publics, élus et fonctionnaires. On sent donc bien que la morale n'est pas loin de l'éthique, et que sa dimension transcendante ne peut être purement et simplement éludée. Pour y voir plus clair, et en déterminer les rapports, encore faut-il envisager l'éthique non plus cette fois face à sa dimension morale, mais face à ses implications beaucoup plus positives qu'implique la déontologie. C'est le deuxième concept qui se confond parfois avec l'éthique. Pour certains, la déontologie serait empreinte d'un caractère plus technique, plus restreint, et correspondrait aux règles de droit régulant les activités d'un corps de métier. Elle serait une morale sanctionnée par le droit, et comporterait l'ensemble des devoirs qui s'imposent dans une profession. On voit tout de suite les différences d'implication. La déontologie comportant une dimension concrète évidente, prenant en compte les pratiques d'une profession pour essayer de réguler les comportements des acteurs la composant. Jean Carbonnier résuma ces quelques pensées en admettant que l'éthique peut s'accommoder de subjectivité, d'impressionnisme même, elle est aérienne,
La déontologie, elle, se veut rugueuse, rigoureuse, matérialiste. La déontologie serait ainsi clairement marquée par sa juridicité, par le matérialisme de la règle juridique, alors que l'éthique serait évanescente et resterait dans une sorte de ciel des idées. Toutefois, la pratique semble se départir de ces différences, au point qu'on se demande si la distinction est toujours pertinente. La plupart des instruments internationaux proclamant des recommandations ou des règles en matière d'éthique voient leur traduction française non plus parler d'éthique mais de déontologie. L'exemple canadien est particulièrement frappant. La magistrature canadienne est sans doute l'une des magistratures qui a le plus travaillé sur la question éthique, et qui a le plus souhaité s'auto-réguler pour répondre aux besoins éthiques exprimés par la population à son égard. Les Ethical Principles of Judges furent alors publiés en novembre 1998 par le président de la Haute Cour de justice du Canada. Il est plutôt révélateur de l'assimilation entre éthique et déontologie, de voir que le titre officiel de ces principes en français n'est autre que les principes de déontologie judiciaire. La transcription exacte aurait été de garder la référence à l'éthique. On peut tout à fait considérer que l'erreur est purement formelle, révélatrice simplement d'un manque de rigueur de la part des traducteurs. Toutefois, cette assimilation peut aussi démontrer que la différenciation entre l'éthique et la déontologie est si impalpable, si difficilement explicable, qu'on préfère purement et simplement les rendre synonymes. Et nombre d'auteurs rapprochent largement les deux notions, au point que les règles qui régissent l'activité des membres d'une profession et formalisent les devoirs attendus des membres de ces professions, sont parfois désignées de règles déontologiques, parfois de règles éthiques. L'analogie des deux termes ne serait donc pas forcément une malfaçon significative, tant les idées auxquelles ils renvoient sont proches. Ce serait aussi ne pas tenir compte des grandes difficultés auxquelles font face les rédacteurs des textes juridiques internationaux, qui doivent constamment examiner, mélanger et mutualiser les références nationales pour en faire des règles internationales. Deux grands modèles sont présents dans la majorité des instruments juridiques internationaux: le modèle de common law et la tradition civiliste ou continentale. Les rédacteurs des chartes constitutives des juridictions internationales puisent dans ces modèles pour que l'un d'entre eux ne soit pas abandonné. Les juridictions étant composées d'acteurs appartenant aux deux systèmes, les deux modèles doivent pouvoir se retrouver pour qu'un professionnel puisse exercer son office en toute conscience de la procédure. Or, la culture anglo-saxonne accorde une place aux conceptions morales ou moralisatrices, à la conscience individuelle, que la culture continentale préfère éluder au profit de règles claires, codifiées et empilées, n'ayant que peu d'intérêt pour le subjectivisme. Ces conceptions, s'exprimant dans la culture de l'audience anglo-saxonne, révèlent une conception marquée de l'éthique, induisant donc des valeurs morales. C'est ce qui conduit le monde de la common law à tirer la déontologie vers l'éthique. On sait qu'un tel rapprochement implique souvent un détachement se déroulant en parallèle. C'est le cas des règles éthiques qui, corrélativement à leur rapprochement dans le sens de la déontologie, s'éloignent des règles disciplinaires. Cet éloignement sera la dernière précision nécessaire à une définition complète de l'éthique. Denis Sala a parfaitement expliqué les contours de l'éthique, de la déontologie et de la discipline. D'une expérience à toute épreuve dans la question de l'éthique des magistrats, il considérait que l'éthique renvoie à une notion de bien faire, à la visée du bien commun dans l'exercice d'une tâche. La déontologie énonce les principes explicites qui guident cette intention dans les actes. La discipline est la sanction des fautes commises à l'occasion de ces actes. Le concept éthique peut donc être étudié sous le prisme déontologique, mais pas dans une assimilation contestable aux règles disciplinaires. Tout au plus ces règles font partie d'un même système. La discipline compléterait l'éthique, et interviendrait plutôt en aval pour sanctionner un défaut d'éthique. Si l'analogie des deux notions est ainsi dénuée de fondement, la complétude du système induite par leur imbrication impose de les examiner ensemble. Ce marasme de définitions et d'analogies redoutées rend difficile l'émergence d'une définition universelle de l'éthique. Dès lors, l'assimilation de celle-ci avec la déontologie n'est pas nécessairement abusive. Même si l'on peut définir l'éthique comme étant la transcendance philosophique de la déontologie, les deux notions peuvent être couplées pour n'en former qu'une seule. L'éthique serait alors une idée, un besoin exprimé par la société,
qui permettrait aux valeurs morales de s'imbriquer dans le travail des acteurs de justice à travers des règles de droit qui guideraient leur appréciation en enserrant leur comportement. L'éthique se transcrirait plus aisément par ces sous-bassements, ces concepts directeurs que sont l'indépendance et l'impartialité. On le verra, ces principes sont au fondement même des compétences et des attributions des gens de justice internationale, que l'on parle des juges, arbitres ou auxiliaires de justice. Ce sont alors des règles qu'on peut désigner de règles éthiques, qui permettent d'atteindre cet idéal d'indépendance et d'impartialité renforçant la confiance des justiciables et permettant à la décision de justice d'être rendue de manière légitime. Après en avoir élucidé ses contours, il faut alors s'interroger sur les raisons de son apparition. Si le besoin d'éthique exprimé par la justice est ancien, sa première traduction sur la scène juridique internationale peut être trouvée dans l'affaire de la baie de Fundy en 1814. Le président du tribunal arbitral, chargé de régler un différend entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, en appelait au respect par les agents des deux États des principes élémentaires de loyauté dans le débat. Toutefois, aucune réaction normative ne fut entreprise suite à ces exigences qui restèrent finalement assez isolées. Le besoin de moralisation se perçoit plus particulièrement dans les années 1920 aux États-Unis. Bien que la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, instaurant la Cour permanente d'arbitrage, contenait déjà des règles éthiques, la première codification à part entière de l'éthique judiciaire est effectuée en 1924 à l'initiative de l'American Bar Association, ABA. Sans expliciter la situation qui amena l'ABA à revendiquer ce besoin éthique, il faut tout de même savoir que le fait générateur de cette revendication est fortement paradoxal. Étaient en cause des soupçons de matchs truqués dans la Ligue américaine de baseball. Un juge était alors en charge du dossier, le juge Kennesaw M. Landis. Il inculpa 8 joueurs des White Sox de Chicago. Pour l'instant, rien de paradoxal, seulement une réaction juridique de la part d'un juge à la suite d'un scandale affectant le baseball, et donc la nation américaine. Le paradoxe apparaît lorsque, suite à des revendications publiques trop nombreuses de son travail, le juge Landis fut accusé par l'ABA de conflit d'intérêts. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire américain s'empara de cette affaire, afin de répondre à ce besoin de moralisation exprimé par la société, et relayé par l'ABA. Le président de la Cour suprême désigna une équipe chargée de définir des canons d'éthique, et ces principes furent ensuite remaniés tout au long du siècle. Cette première codification de règles dites éthiques trouva écho de l'autre côté de l'Atlantique en Italie. Le fait générateur n'était pas cette fois le trucage d'un match de baseball, mais bien l'opération main propre, mani pulite, qui désigne un nettoyage judiciaire réalisé en Italie au début des années 1990 pour laver le pays d'une corruption trop présente dans les institutions étatiques. Le gouvernement italien, soucieux de retrouver la confiance de son peuple, prit l'initiative d'imposer des règles de conduite à l'ensemble des corps représentant l'État. Le plus ancien code de déontologie européen fut alors adopté en 1994 par l'Association des magistrats italiens. Il est d'ailleurs pertinent d'apercevoir qu'en Italie, déontologie et éthique sont employés indistinctement, le dit code étant désigné sous l'appellation de code éthique. Sans les nommer, les initiatives de rédaction d'une éthique judiciaire se multiplièrent sur le vieux continent et en Asie, où la codification très progressiste entreprise par Hong Kong mérite d'être soulignée. Peu à peu, les initiatives internationales prirent alors le pas. Le mouvement peut être analysé en 2 temps. La cadence fut à la fois impulsée par diverses associations et organisations de la communauté juridique internationale, qui ont cherché à donner aux règles éthiques une portée universelle pour qu'elles puissent ensuite s'insérer dans les ordres internes ou que ces derniers s'en inspirent. On peut citer les très nombreux textes adoptés par l'International Bar Association, IBA, en la matière, concernant tout à la fois les arbitres ou les avocats et conseils exerçant devant les juridictions internationales, ou encore les travaux des Nations Unies concernant cette fois les juges internationaux. L'un d'entre eux, le projet de Bangalore, a posé les bases éthiques que doit suivre un juge pour la prévention des conflits d'intérêts. C'est un texte capital, qui a servi de modèle pour bon nombre de déclarations ou codes ultérieurs. Et c'est là tout l'intérêt de ces diverses déclarations ou codes de conduite.
Leur manque de valeur officielle et de caractère contraignant est pallié par l'influence déterminante qu'ils ont pu avoir sur certaines juridictions. Certains textes adoptés par les juridictions elles-mêmes se sont largement inspirés des dispositions de ces instruments, pour poser des règles éthiques dont la valeur était cette fois contraignante, car adoptées par la juridiction elle-même. Ces textes complètent ainsi le corps de règles déjà applicables, et forment un tout cohérent qui impose certains devoirs aux juges, avocats, conseils ou autres procureurs. Ces personnels judiciaires internationaux voient donc leur conduite régulée par un ensemble de règles éthiques, émanant à la fois d'instruments publiés par des associations et de sources contraignantes dont la paternité incombe aux juridictions. Forcément, ces dernières incluent également l'ensemble des règles éthiques qui existent dans le cœur même des traités ou statuts fondateurs des juridictions internationales. On le verra, certaines juridictions ont d'ailleurs considéré que l'adoption de textes ultérieurs compilant les règles éthiques n'était pas nécessaire, car les statuts et règlements suffisaient. Les divers instruments précités relatifs à l'éthique sont le résultat d'une réception des magistrats d'un sentiment éthique, d'un besoin éthique se faisant de plus en plus pressant au sein de la société. La justice internationale est apparue comme l'un des lieux privilégiés de réception de ce sentiment éthique, et de sa transcription dans des règles de droit, à la suite de son affirmation sur la scène internationale en tant que tiers pouvoir. Aucune juridiction n'échappa à cette réception, malgré le très net développement et la grande spécialisation des juridictions dans la deuxième partie du XXe siècle. Naturellement, viennent à l'esprit les juridictions interétatiques et les juridictions pénales internationales et des droits de l'homme. Si certaines juridictions relèvent incontestablement de ces catégories, d'autres font encore débat. L'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, ORD, sera par exemple envisagé, alors même que certains lui reprochent son manque flagrant de caractère juridictionnel. Son étude constante au sein même des manuels consacrant leurs réflexions aux juges internationaux nous incite toutefois à le désigner de juridiction internationale, pour les besoins de la cause éthique. En revanche, l'examen des règles éthiques n'empruntera pas le chemin de la Cour de justice de l'Union européenne. Celle-ci n'échappe pourtant pas au sentiment éthique, qui s'est largement propagé jusqu'au sein même de sa jurisprudence, mais son caractère fondamentalement intégrateur et supranational nous épargnera son étude. Si dans l'imaginaire la résolution du litige passe prioritairement par la voie juridictionnelle, ce serait oublier que la préférence est au règlement amiable et confidentiel du litige par une procédure arbitrale. Les centres d'arbitrage ne seront pas éludés, même si tous les tribunaux ou institutions arbitrales ne peuvent être envisagés. Certaines institutions mériteront l'analyse, car leur fonctionnement et leur organisation en permettent l'étude dans la plupart des ouvrages généraux de contentieux international. Ce sont évidemment la Cour permanente d'arbitrage, CPA, et le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement, CIRDI. Une fois ces précisions faites, reste à savoir quels sont les acteurs judiciaires ou gens de justice internationale qui sont concernés par les règles éthiques. En vérité, ils le sont tous, du greffier au juge, de l'avocat à l'agent, en passant par les parties et la juridiction elle-même. Tous ne pourront être envisagés, l'étude s'astreignant à l'examen des règles éthiques des juges, arbitres, avocats et procureurs, dans une dimension individuelle qui empêche d'envisager l'éthique globale d'une juridiction. Bien sûr, l'éthique de la juridiction ne sera pas complètement éludée, car l'éthique individuelle possède indubitablement des conséquences sur celle de la juridiction à travers l'image qu'elle renvoie de cette dernière. En effet, c'est bien du rapport entre l'éthique des différents personnels judiciaires que le procès éthique se dessine sous ses meilleurs atours, car l'éthique comporte également une dimension systémique. Si l'éthique des juges se comprend dans un système où leur fonction de justice s'envisage par rapport à la qualité du jugement qu'ils rendent, qualité en partie déterminée par leur indépendance et leur impartialité, l'éthique des avocats et arbitres s'envisage dans un système où leur éthique est appréciée par rapport à la juridiction en elle-même. Il s'agit alors de savoir si leur travail est respectueux de la juridiction concernée et des parties, donc de leur mandat. Bien sûr, l'éthique des autres personnels judiciaires pourrait également être envisagée, comme celle du greffe ou celle des parties au litige, mais la présente étude s'en tiendra aux juges, auxiliaires et arbitres, tant leur posture et travail, contrairement au greffe, sont visibles pour les justiciables et font l'objet des critiques les plus frontales.
L'un des reproches les plus fréquents est étroitement lié au développement de la justice internationale. On l'a vu, ce tiers pouvoir international est devenu un acteur politique à part entière sur la scène internationale, usant volontiers de ses pouvoirs pour préserver la paix entre les États. Les juridictions internationales apparaissent aujourd'hui comme des organes régulateurs qui tempèrent les passions et outrages étatiques pour pacifier leurs relations sociales. C'est en tout cas ce qui ressort particulièrement de l'Office de la Cour internationale de justice, principale juridiction interétatique à caractère universel et non sectoriel. Or, comme le rappelle Emmanuel Joannet, si la justice ne joue pas de rôle significatif, on se préoccupe peu de l'influencer, mais si en revanche, elle s'émancipe et prend de l'importance, on cherche beaucoup plus à la juguler. Et la critique intervient plus facilement. La justice internationale se serait alors trop émancipée de ses fondateurs, serait désormais trop lointaine et difficilement contrôlable. Que des reproches qui mettent finalement en cause le principe même d'une justice démocratique et saine. Certains États n'acceptent pas qu'une juridiction puisse être leur censeur, et se refusent à exécuter certaines sentences pourtant rendues au terme d'un procès équitable. Alors, l'éthique est de plus en plus conçue comme une parade à ces vents réfractaires. Elle profite d'un effet de mode, palpable tant les références à l'éthique dans les ouvrages doctrinaux, intervention des instances internationales et même les législations nationales se multiplient. Ayant mis du temps à s'imposer, l'éthique est aujourd'hui une notion incontournable, et l'appel de textes compilant au niveau universel les règles éthiques se fait sentir. Ce mouvement éthique est d'ailleurs fortement paradoxal puisqu'il vient de deux côtés. Des États qui veulent des juges déconnectés de tout intérêt extérieur au litige et des avocats qui respectent l'institution, et des juridictions elles-mêmes qui cherchent à se prémunir des critiques en édictant des canons d'éthique. C'est là tout l'intérêt de l'éthique, qui est vue à la fois comme un moyen, pour les États, de juguler l'activisme jurisprudentiel en astreignant les juges au respect de certaines conduites, et à la fois comme un moyen pour les juridictions, de renforcer l'autorité de leurs décisions en montrant aux différents acteurs que le jugement est incontestable. Toutefois, si la vision d'une éthique globale des juridictions est aujourd'hui un lieu commun, les différents acteurs intervenant au cours des instances ne disposent pas tous du même niveau d'exigence éthique. Et c'est là le paradoxe éthique qui méritera d'être examiné, en s'interrogeant sur son adaptabilité. Mériterait-elle alors d'être une notion universelle, s'appliquant de manière consensuelle aux différents acteurs juridictionnels ? Répondre à cette question, c'est d'abord mettre le doigt sur son adaptabilité. L'éthique n'est pas une notion polysémique, puisqu'y est attaché un sens commun censé participer du même objectif. Mais les implications en découlant sont en revanche fortement diversifiées. Tel un caméléon, l'éthique a su s'adapter à son environnement, en étant capable de changer de couleur pour satisfaire aux divergences d'intérêts. Son développement s'est alors diversifié selon les juridictions concernées, et selon les acteurs de justice y officiant. Il conviendra alors d'identifier les règles gouvernant la conduite de ces acteurs, chapitre L. Toutefois, et c'est là qu'on retrouve cet objectif commun, qu'elle soit impulsée par les États ou par les professionnels de justice eux-mêmes, la fonction est toujours la même, assurer la confiance de la société internationale dans une justice profitant à tous. Plus qu'ailleurs, car bien plus récente et nécessairement sujette au feu politique, la justice internationale doit inspirer un sentiment de confiance. Un fonctionnement sans éthique semble ainsi difficilement envisageable tant la légitimité des décisions de justice et leur compréhension sereine est nécessaire pour que les juridictions perdurent. Cette légitimité passe avant tout par la façon dont les acteurs réceptionnent les règles éthiques, donc par leurs conséquences sur le comportement adopté par les gens de justice internationale, chapitre 2. Chapitre 1. L'identification des règles éthiques gouvernant la conduite des gens de justice internationale. L'identification des règles éthiques n'est pas chose aisée, tant leur diffusion empêche de les examiner d'un point de vue global. Nulle convention internationale en matière d'éthique des juges, avocats ou arbitres n'a fait son apparition. Et ce n'est pas derrière l'argument de la modernité de la notion qu'on peut y trouver l'explication d'un manque de centralisation, mais plutôt en raison d'une nécessaire adaptabilité des règles en fonction des juridictions et des acteurs auxquels elles se destinent. Les centraliser en les harmonisant paraît,
constituer un travail homérique en l'état actuel des différences d'appréhension du comportement éthique des gens de justice internationale. L'approche se différencie nécessairement qu'on soit du côté des décideurs ou magistrats, ou qu'on soit du côté des auxiliaires de justice, ceux-là même qui font vivre le procès d'eux. Effectivement, le rôle qui leur est assigné se distingue nettement de celui des juges et arbitres, entraînant dans cette distinction... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.